Top 1. Le bataillon sacré de Thèbes. En 377 avant J.C., pendant une période turbulente de la Grèce antique, une unité militaire nouvellement formée au sein de la cité-État fortifiée de Thèbes commença à attirer l'attention. Composée de précisément 300 hommes, disposés en 150 paires soudées, cette troupe n'était pas basée sur le rang ou l'ascendance, mais sur quelque chose de bien plus inhabituel pour son époque. Un lien émotionnel profond. Connu de seulement quelques rares personnes en dehors du commandement thébain, le groupe s'entraînait dans le secret le plus absolu. Son apparition sur le champ de bataille allait plus tard ébranler les fondements de l'orthodoxie militaire grecque. Ce qu'ils accomplirent défiait non seulement les Spartiates, mais la logique elle-même. Le bataillon sacré de Thébès ne ressemblait à rien de ce que la guerre antique avait connu jusqu'alors. Contrairement aux formations d'hoplites typiques, cette unité s'entraînait toute l'année, même en temps de paix. Ses membres n'étaient pas des conscrits ou des aristocrates, mais des volontaires d'élite, sélectionnés pour leur prouesse physique et leur loyauté inébranlable envers leurs partenaires. Ces guerriers ne se battaient pas pour la terre ou l'or, mais pour protéger l'homme à leur côté. Leur lien, ancré tant dans l'émotion que dans la discipline, formait une phalange qui refusait de rompre. Les descriptions d'historiens antiques comme Plutarque et Xénophon dépeignent une précision terrifiante dans les manœuvres du bataillon sacré. Ils se déplaçaient comme un seul corps, faisant pivoter leur formation sur des terrains accidentés et frappant avec une létalité synchronisée. Lors de la bataille de Leuctreux en 371 avec J.C., cette unité s'opposa à l'armée spartiate, apparemment invincible. Dans une manœuvre tactique sans précédent, le général thébain Épaminondas plaça le bataillon sacré au centre d'un ordre de bataille oblique. Le résultat ? L'aile droite des Spartiates s'effondra sous la pression et leur suprématie légendaire sur la Grèce prit fin ce jour-là. Le choc de la défaite de Sparte résonna dans tout le monde antique. Pourtant, au lieu d'être célébrée, l'unité sombra rapidement dans l'insignifiance. Après l'ascension de la Macédoine, Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, chercha à éliminer les menaces pesant sur sa consolidation du pouvoir. En 338 avant J.C., lors de la bataille de Chéronée, le bataillon sacré combattit jusqu'au dernier homme. Leur ultime combat ne fut pas marqué par la retraite, mais par l'encerclement et l'anéantissement. Après la bataille, Philippe aurait, selon les rapports, parcouru le champ et, apprenant qui ils étaient, exprimé de la tristesse plutôt que du triomphe. Néanmoins, les récits de leurs exploits ne furent jamais largement diffusés. Aucun monument ne commémorait leur tactique, et dans l'histoire thébaine, leur souvenir fut enveloppé de silence. Ce qui rend si difficile la conciliation du bataillon sacré avec l'évolution militaire conventionnelle n'est pas seulement son efficacité, mais sa simple existence. À une époque dominée par la hiérarchie, le machisme et les formations de phalanges rigides, ils introduisirent une forme de combat radicalement personnel, basée sur la connexion émotionnelle et l'unité psychologique. Aucune troupe comparable dotée d'une telle structure n'apparaît dans une armée connue au cours des 2000 années suivantes. L'idée même d'une unité de combat formée par des liens romantiques reste une anomalie qui défie tout modèle connu d'organisation militaire. Aujourd'hui, des fouilles à Chéronée ont mis au jour une fosse commune qui serait leur dernière demeure, 300 squelettes enterrés côte à côte par paire. Pourtant, au-delà de cela, il n'existe guère d'archives officielles. Aucune doctrine militaire n'a jamais tenté de les reproduire. Aucun empire n'a osé réintroduire une telle structure. Il reste un phénomène militaire qui n'aurait pas dû exister, mais qui a pourtant existé, et avec un succès terrifiant. Si leur modèle avait été largement adopté, comment la psychologie de la guerre aurait-elle pu évoluer d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer aujourd'hui? Mais cela ne s'est pas produit. Et peut-être que ce silence, plus que leur sacrifice, est ce qui fait du bataillon sacré
un mystère qui marche encore à travers le temps. Top 2. Les immortels de Perse. En 480 avant J.C., lors de la seconde invasion perse de la Grèce, des éclaireurs grecs stationnés près des Thermopyles rapportèrent quelque chose de terrifiant. Une colonne parfaitement synchronisée de 10 000 soldats, vêtus de robes chatoyantes, avec des lances brillant au soleil levant, avançait dans un silence total. Ils ne chantaient pas, ne criaient pas et ne donnaient aucun signal. Ils se déplaçaient, tout simplement. Toujours 10 000, toujours les mêmes, comme si aucun homme ne tombait jamais. Ce n'étaient ni des mythes, ni des fantômes. Ils étaient réels. Ils étaient les immortels. La troupe connue sous le nom d'immortels servait de noyau d'élite permanent de l'empire achéménide, protégeant les rois perses du règne de Cyrus le Grand jusqu'à celui de Darius III. Selon Hérodote, leur nom provient de leur extraordinaire continuité. Chaque fois qu'un soldat tombait au combat ou par maladie, il était immédiatement remplacé, souvent en quelques heures. Ainsi, l'unité maintenait toujours un nombre constant de précisément 10 000 hommes. Leur constance devint une légende, à tel point que les soldats ennemis croyaient qu'ils étaient véritablement immortels. Mais ce qui distinguait vraiment les immortels n'était pas seulement leur nombre, mais leur composition. Ils n'étaient pas une simple garde d'honneur. Ils portaient des arcs composites, capables de tirer avec une force exceptionnelle, des lances courtes à pointe de fer et des boucliers d'osier, à la fois légers et étrangement résistants. Sous leur tunique, beaucoup portaient des cuirasses d'écailles de bronze, de fer ou même des plaques de poisson dorées. Cette combinaison de protection, de vitesse et de portée les rendait inhabituellement polyvalents, pour une ère encore dominée par des lignes d'infanterie rigides. Plus énigmatique encore était leur déploiement stratégique. Les immortels pouvaient opérer en terrain montagneux, dans des vallées fluviales ou dans des forteresses urbaines, sans changer de formation. Les archives perses font référence à leurs opérations et campagnes en Égypte, en Inde et en Asie centrale. Leur hiérarchie interne était structurée davantage comme une force de réaction rapide moderne que comme une armée antique conventionnelle. Ils se déplaçaient avec leurs propres lignes de ravitaillement, leurs trains et leurs pionniers, ce qui leur permettait de fonctionner comme une force d'intervention mobile, capable d'action indépendante loin de l'armée principale. Malgré leur grande notoriété, leur structure complète n'a pourtant jamais été documentée ouvertement. L'essentiel de ce que l'on sait provient de sources grecques indirectes et de quelques reliefs perses retrouvés. Leurs casernes n'ont jamais été découvertes. Aucun manuel officiel ou ordre de bataille n'a survécu. Même leurs remplaçants étaient recrutés parmi un vivier de nobles et d'élites tribales, dont l'identité était tenue secrète. On pense que même au sein du noyau, de nombreux soldats ne connaissaient pas la véritable identité de leurs remplaçants immédiats. Après la chute de l'empire achéménide face à Alexandre le Grand, les immortels disparurent. Aucun empire successeur ne poursuivit la tradition. Leur modèle, si précis, si moderne dans sa forme, ne fut jamais reproduit. Les historiens continuent de débattre pour savoir si le secret qui les entourait avait des raisons stratégiques ou s'il représentait quelque chose de plus anormal encore. Une troupe dont l'origine, le financement et la philosophie se situaient en dehors du commandement impérial standard. Le silence est troublant. Pourquoi, pour une unité aussi efficace, redoutée et logistiquement avancée, les immortels n'ont-ils laissé aucune archive centrale, aucun mémoire de vétéran, aucun plan? Ils sont venus, ont exécuté et ont disparu, ne laissant que des témoignages contradictoires et des reliefs en pierre comme preuve de leur existence. Si les immortels opéraient réellement comme décrit, constants en nombre, intouchables au combat, organisés bien au-delà de leurs contemporains, alors ils remettent en question chaque hypothèse que nous avons sur l'évolution militaire antique.
et s'ils n'ont jamais été destinés à laisser des traces, alors leur silence n'était peut-être pas un hasard. Top 3. Les unités romaines de Testudo. En 52, lors du siège d'Alésia, les légions de Jules César exécutèrent une manœuvre qui laissa les tribus gauloises défendresses stupéfaites. Alors que des volées de flèches et de frondes pleuvaient des fortifications, des cohortes romaines entières avançaient indemnes, bouclier contre bouclier, fermement liées entre elles comme une armure d'écailles. Vues d'en haut, elles ressemblaient moins à des hommes qu'à une forteresse mouvante. Ce n'était pas un mythe. C'était la formation en testudo, terme latin signifiant « tortue ». Une tactique si précise et résistante qu'elle ressemblait à des véhicules blindés, bien avant que les chars ne soient imaginés. La testudo romaine n'était pas seulement une posture défensive, c'était une stratégie mobile. Les soldats disposaient leurs boucliers rectangulaires, les scuta, en rangées superposées. Ceux de devant tenaient leurs boucliers vers l'avant, tandis que ceux des côtés et du dessus levaient leurs boucliers au-dessus de leur tête et vers les flancs, créant une coque solide en forme de dôme. Le résultat était une machine humaine capable de traverser les tirs de projectiles, de forcer des portes ou de s'approcher des murs de siège sans subir de pertes majeures. Elle n'était pas seulement impénétrable, c'était une guerre psychologique. Les sources antiques, comme Cassius Dio, Tite-Live et Polybe, décrivaient la testudo comme l'une des tactiques les plus redoutées et les plus disciplinées de l'arsenal romain. Elle exigeait une coordination extrême. Un seul soldat mal aligné compromettrait l'intégrité de la formation, et pourtant, elle fut utilisée de manière répétée dans des environnements chaotiques, sous le feu, sur des terrains accidentés, même dans des conditions saturées d'eau. Plus troublant encore est le caractère mécaniquement avancé de la tactique. Les historiens militaires ont aujourd'hui du mal à expliquer comment des soldats prémodernes, portant une armure d'environ 20 kg et tenant de longs boucliers, pouvaient maintenir une formation géométrique tout en se déplaçant en montée sous une attaque. Des reconstructions suggèrent que leurs espacements, la répartition du poids et les angles des boucliers devaient avoir été calculés à l'avance avec une précision mathématique. Le légionnaire moyen n'était pas un simple soldat de base. Il était un rouage d'une machine. Pourtant, le véritable mystère ne réside pas dans la tactique elle-même, mais dans son apparente disparition. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la testudo fut abandonnée. La guerre médiévale, même avec ses batailles de siège massives, n'a jamais reproduit la tortue romaine. Ni pendant les croisades, ni pendant les invasions mongoles. Aucune autre civilisation n'a développé une cohésion d'infanterie à un niveau aussi modulaire et mobile. Pourquoi? Certains soutiennent que la tactique était trop rigide pour les escarmouches chaotiques du Moyen Âge. D'autres suggèrent qu'elle exigeait un niveau d'entraînement et de discipline que peu de sociétés post-romaines pouvaient se permettre. Mais dans les milieux militaires, une théorie plus inquiétante persiste. La testudo n'était pas qu'une simple formation. Elle était le produit d'un système de psychologie de combat, de logistique et d'entraînement synchronisé qui était en avance de plusieurs siècles sur son temps et impossible à ranimer sans le cadre militaro-industriel romain. Même les archives romaines ne fournissent pas de plan complet. Il n'existe aucun manuel survivant avec des diagrammes de formation exacts ou des séquences temporelles. La plupart des reconstructions proviennent d'œuvres d'art, de passages de textes vagues et de suppositions basées sur les dimensions des boucliers. C'est comme si la testudo n'avait jamais été destinée à être pleinement comprise, mais seulement exécutée, seulement témoignée, puis oubliée. Si la testudo romaine fonctionnait réellement comme un organisme blindé autonome, représente-t-elle alors non seulement une innovation tactique, mais une impasse évolutive dans la guerre, une anomalie de perfection, laquelle le monde ne pourrait ou ne devrait jamais se répéter?
Top 4. Les divisions d'arbalétriers de la dynastie Anaïts en 202 Stotwada, ici J.C., lors d'une confrontation décisive entre les forces de Liu Bang et de Xiongyu, les rapports des observateurs du champ de bataille parlaient d'un son particulier, rythmé, rapide, mécanique. Ce n'étaient ni des tambours, ni des bruits de marche. C'était le vrombissement synchronisé d'arbalètes, tirant des carreaux à un rythme contre nature. Des témoins affirmèrent que des formations ennemies entières s'étaient effondrées, avant même d'arriver à portée d'épée. Ce n'était pas une exagération. C'était le résultat d'une des technologies militaires les plus avancées que le monde antique ait jamais vues. Les divisions d'arbalètes à répétition de la dynastie Han. L'empire Han, né des cendres des Qin, révolutionna la guerre chinoise d'une manière que peu de militaires modernes comprennent pleinement. Au centre de leur innovation se trouvait le déploiement massif d'infanterie équipée d'arbalètes. Certaines étaient dotées d'un mécanisme de détente mécanique, d'autres de premières versions d'arbalètes à répétition. Ce n'étaient pas de simples armes en bois. Des exemplaires exhumés sur des sites comme Mawangdui et Mancheng montrent des arbalètes construites en bois lamellé, en alliage de bronze et en tendons de tension, capables de projeter des carreaux avec une force mortelle jusqu'à 80 mètres. Pourtant, ce qui a le plus stupéfié les archéologues était le mécanisme de déclenchement, un système de verrouillage en bronze fonctionnant avec une telle précision que même les ingénieurs modernes reconnaissent sa sophistication. Ces arbalètes possédaient une tension réglable, des verrous de sécurité mécanique et des poids de détente calibrés. Certaines étaient standardisées avec des pièces interchangeables, ce qui était inouï à une époque où la plupart des armes étaient fabriquées à la main. Des textes chinois comme le Wu Jingzongyao, compilé plus tard sous la dynastie Song, font référence à des versions plus anciennes de ces technologies, suggérant qu'elles étaient en service bien avant les premières arbalètes européennes. Plus frappante encore était l'organisation tactique des unités d'arbalétriers Han. Ils n'étaient pas des troupes auxiliaires ou de soutien. Ils étaient la force de combat principale, organisée en pelotons, équipés de boucliers et de carquois multicoups, soutenus par des artisans capables de réparer les arbalètes sur le terrain. Leurs salves étaient rythmées, coordonnées et souvent combinées avec des flèches incendiaires, des systèmes de signaux et une infanterie avançante. Dans certaines campagnes, ces divisions étaient soutenues par des chariots mobiles, ce que nous appellerions aujourd'hui des plateformes, permettant aux soldats de tirer depuis une position surélevée ou derrière un abri. Comment un tel système était-il possible au IIe siècle avant J.C. La logistique de la dynastie Han pourrait fournir un indice. L'Empire entretenait des arsenaux d'État avec un contrôle de qualité strict, des formes d'armes standardisées et des inscriptions de série pour le suivi de l'équipement. Essentiellement des usines militaires précoces. Pourtant, contrairement aux archives romaines ou grecques, aucun manuel d'instruction complet pour l'utilisation des arbalètes Han n'a survécu. L'essentiel de ce que nous savons provient de mobilier funéraire, de textes fragmentaires et des observations stupéfaites de leurs ennemis. Lorsque les dynasties chinoises ultérieures revinrent au combat à l'épée et à la lance, la haute technologie de la guerre Han fut silencieusement abandonnée. À l'époque des Tang, les arbalètes étaient certes encore utilisées, mais plus jamais de la même manière structurée et industrialisée. Certains suggèrent que la complexité du maintien de telles unités n'était plus viable. D'autres murmurent des directives internes, effaçant délibérément les techniques, par peur qu'elles ne soient utilisées contre l'Empire lui-même. Des tests modernes sur des arbalètes Han survivantes ont confirmé leur puissance, leur précision et leur intégrité mécanique, même après 2 millénaires sous terre. Dans une reconstruction, une réplique a percé un bouclier en bois à plus de 60 mètres de distance. Pourtant, l'organisation qui maniait ces armes avec une précision synchronisée est perdue pour l'histoire.
Si le corps des arbalétriers Han fonctionnait réellement comme une force d'infanterie mécanisée dans le monde antique, notre compréhension de l'évolution militaire est-elle alors fondamentalement erronée? Cela suggère qu'au moins une fois, bien avant l'ère industrielle, quelqu'un a trouvé la formule pour le meurtre de précision produite en masse, puis l'a enterrée. Top 5. La gare de Vareg. En 988, après Forgy-Posket, alors que les foules s'assemblaient dans les hautes salles du palais impérial de Constantinople, quelque chose d'inattendu apparut dans la suite de l'élite de l'empereur byzantin. De géants guerriers, enveloppés de peaux d'ours et de loups, maniant des haches massives à 2 mains comme on n'en avait jamais vu dans le bassin méditerranéen, marchaient derrière l'empereur avec un calme inquiétant. Leurs traits clairs et leur dialecte nordique les distinguaient. Ce n'étaient ni des Grecs, ni des Romains, ni même des chrétiens d'Orient. C'étaient des Vikings. Et pourtant, ils servaient de garde du corps personnel à l'empereur romain d'Orient. Ils étaient la garde de Vareg, une anomalie militaire qui défiait la géographie, la culture et la logique. La formation de cette unité trouvait ses racines dans une alliance improbable. L'empereur Basile II, confronté à des révoltes au sein de son empire, chercha l'aide du prince Vladimir de la Russe de Kiev. En échange d'un soutien militaire, Basile offrit un mariage impérial et la conversion totale au christianisme. En retour, Vladimir envoya 6000 de ses guerriers les plus féroces, des mercenaires nordiques aguerris, vers le sud. Ce n'étaient pas de simples pillards. Beaucoup étaient des combattants expérimentés issus de campagnes en Angleterre, en Irlande et dans les terres franques. Leur expérience, leur discipline et leur force brute en faisaient des candidats idéaux pour un rôle que l'empereur devait pourvoir. Une garde qui n'était loyale à aucune maison noble, mais à lui seul. Contrairement aux soldats byzantins traditionnels, les Varegs opéraient en dehors de l'appareil politique de l'Empire. Ils dépendaient directement de l'empereur, ne juraient aucune allégeance aux gouverneurs locaux et étaient souvent logés séparément dans des casernes fortifiées. Leur arme principale était la rhomphaia, une sorte de hache à long manche qu'ils maniaient avec une telle habileté que des récits décrivent comment ils fendaient à la fois l'armure et le cheval d'un seul coup. Ils s'entraînaient aux murs de boucliers, aux tactiques de protection rapprochée et à la répression urbaine. En fait, ils étaient une unité de force spéciale médiévale. Pourtant, l'élément le plus étrange de la garde Vareg était son autonomie. Ils étaient autorisés à parler leur langue maternelle, à conserver leurs rituels culturels et, sous le couvert du service impérial, à pratiquer même des formes limitées de culte nordique. Ils devinrent célèbres non seulement pour leur sauvagerie à la guerre, mais aussi pour leur incorruptibilité. Contrairement aux fonctionnaires byzantins, les Varegs étaient réputés pour être immunisés contre les pots de vin. Leur loyauté était légendaire. À tel point que les empereurs leur faisaient confiance non seulement lors des batailles, mais aussi pour les intrigues de palais les plus sensibles. La garde resta active pendant plus de 300 ans, servant sous des dizaines d'empereurs. Ils combattirent en Sicile, en Anatolie et dans les Balkans. Leur nombre fluctuait, mais leur identité restait unique. Des guerriers du Nord gelé, intégrés au cœur du pouvoir romain d'Orient. Ils laissèrent des inscriptions, des runes gravées dans les balustrades de marbre des églises de Constantinople, comme s'ils marquaient un territoire qui n'aurait jamais dû être le leur. Pourtant, malgré tout leur service, ils disparurent sans cérémonie. À la fin du XIVe siècle, l'essor de la guerre à la poudre à canon et les changements politiques les rendirent obsolètes. Les Byzantins eux-mêmes étaient sur le déclin. Aucun grand monument ne les honore. Aucun système militaire n'a depuis repris leur modèle. Des soldats d'élite étrangers à qui l'on accordait l'autonomie et une allégeance directe à un chef d'État, formé non seulement pour le combat, mais aussi pour des interventions au niveau du palais. Leur présence représente un paradoxe.
À une époque où la culture et la religion définissaient la loyauté, la garde varègue se situait en dehors des deux, servant avec un dévouement inégalé. Selon aucun critère d'empire, d'ethnicité ou de structure militaire, ils n'auraient dû exister. Et pourtant, non seulement ils existèrent, mais ils prospérèrent. Si une telle unité a pu fleurir pendant des siècles sous le plus grand empire de son temps, que cela dit-il sur les limites de la loyauté, de l'identité et du contrôle? Ou, plus inquiétant, pourquoi personne n'a-t-il osé répéter leur modèle? Top 6. La cavalerie mamelouk. En 1260, dans la vallée d'Aïn Jalut, l'une des victoires les plus improbables de l'histoire militaire fut précédée d'un silence tonitruant. La horde mongole, qui avait été irrésistible dans toute l'Asie et l'Europe de l'Est, avançait de nouveau. Mais cette fois, ils rencontrèrent un mur de cavalerie qui ne recula pas, ne rompit pas et ne connut aucune peur. Au lieu de cela, ils frappèrent avec une précision chirurgicale, désarçonnant les archers mongols, écrasant leurs lignes et exécutant des manœuvres sur le champ de bataille qui semblaient trop modernes pour leur époque de plusieurs siècles. Les vainqueurs n'étaient ni l'armée régulière d'un empire, ni une milice locale. Ils étaient des soldats esclaves, des guerriers d'élite qui avaient jadis appartenu à d'autres et étaient désormais les commandants d'un sultanat. Ils étaient les Mamelouks. Les Mamelouks commencèrent comme de jeunes garçons réduits en esclavage en Asie centrale, dans le Caucase et en Europe du Sud-Est. Achetés jeunes, ils étaient endoctrinés dans un style de vie militaire rigoureux, logés dans des casernes, n'avaient le droit ni de se marier, ni de posséder des biens pendant leur formation et apprenaient que leur loyauté absolue allait au sultan. Pourtant, ce qui émergea de ce système brutal ne fut pas une classe de pions obéissants. C'était une caste militaire dotée de compétences de combat dépassant celles de la plupart des armées professionnelles de l'époque. Formés dès leur jeunesse au tir à l'arc monté, au maniement de l'épée et aux tactiques de formation, les guerriers mamelouks devaient maîtriser aussi bien le combat singulier que la stratégie d'unité. Leurs unités de cavalerie pratiquaient des manœuvres complexes, ressemblant aux formations de blindés modernes. Attaque de flanc, retraite feinte, encerclement soudain, le tout coordonné par des signaux de corps et des bannières. Leurs arcs composites pouvaient tirer avec précision depuis le dos d'un cheval à plus de 90 mètres. Leur armure combinait cotte de maille, armure lamellaire et cuir durci, offrant de l'agilité sans sacrifier la protection. À Aïn Jalut, ces compétences culminèrent dans la première grande défaite des Mongols dans une bataille rangée. Les Mamelouks utilisèrent les propres tactiques des Mongols contre eux, les attirant dans une fausse retraite avant de tendre une embuscade à leur cavalerie en terrain resserré. Les récits contemporains décrivent un niveau de timing et de cohésion que les analystes militaires comparent aujourd'hui à des attaques mécanisées coordonnées. Pourtant, contrairement aux Mongols, les Mamelouks n'avaient pas de culture des steppes ou de tradition nomade. Leur tactique était reconstruite, non héritée. Et c'est précisément ce qui en fait une anomalie. Aucun autre système d'esclavage dans l'histoire n'a produit une élite militaire qui a non seulement survécu à ses maîtres, mais a fondé une dynastie. Après avoir renversé les souverains ayyoubides, les Mamelouks prirent le pouvoir et régnèrent sur l'Égypte et le Levant pendant plus de 250 ans. Ils devinrent sultans, érudits et mécènes de la science, tout en préservant leur caste militarisée. Plus étrange encore était le fait que leur système se renouvelait de lui-même. Il était interdit aux Mamelouks de transmettre leur statut à leurs enfants. Au lieu de cela, la génération suivante de soldats devait être recrutée à l'extérieur, formée de zéro et testée au combat. C'était un cycle contrôlé de création de guerriers d'élite sans lignée ni aristocratie. Malgré leur domination, les manuels militaires mamelouks restent difficiles à trouver. Les méthodes d'entraînement étaient souvent transmises oralement ou de manière codée de maître à apprenti. Les sources survivantes, comme le Zubdat al-Tawarik, n'offrent que des fragments.
La logique complète de leur chorégraphie sur le champ de bataille, leur capacité mystérieuse à imiter les tactiques ennemies, à manipuler le terrain et à s'adapter sous pression, reste largement non documentée. Au XVIe siècle, les armes à feu rendirent la cavalerie traditionnelle moins efficace. L'Empire ottoman absorba les Mamelouks et leur système s'estompa. Mais pendant plus de 2 siècles, ils existèrent comme un paradoxe. Des étrangers asservis, devenus des guerriers souverains, des marginaux bâtissant un empire d'initiés. Si le système de cavalerie mamelouk devait être reproduit aujourd'hui, il nécessiterait un mélange de conditionnement psychologique, de rigueur martiale et d'isolation sociopolitique qui frise la dystopie. Et pourtant, il a fonctionné, non seulement pendant des années, mais sur des générations. Quel type de monde crée ses défenseurs les plus capables par la captivité? Et que signifie-t-il lorsque ces défenseurs deviennent des dirigeants? Top 7. Les unités ninja des Iga et Koga. En 1581, sous le couvert d'une nuit sans lune, 40 000 troupes fidèles à Oda Nobunaga encerclèrent la province montagneuse d'Iga. Ce qu'ils attendaient était une conquête rapide de villages paysans dispersés. Ce qu'ils rencontrèrent fut tout autre. Des embuscades tendues par des ennemis invisibles, des pièges intégrés aux sentiers forestiers, des messages interceptés et des incendies allumés de l'intérieur dans les réserves de fournitures. Les généraux de Nobunaga ne pouvaient pas l'expliquer. Personne n'avait vu leurs agresseurs. Personne n'avait entendu leur approche. Pourtant, leurs armées saignaient. Ce n'étaient ni des fantômes, ni des illusions. C'étaient les agents d'Iga et Koga, les unités de l'ombre qui allaient plus tard être connues sous le nom de ninja. Contrairement aux mythes populaires, les ninjas n'étaient pas des figures mystiques vêtues de noir, accomplissant des actes surnaturels. Ils faisaient partie d'un système réel et hautement qualifié de guerre asymétrique, apparu au Japon pendant la période chaotique du Sengoku. Les clans d'Iga et Koga, isolés dans un terrain montagneux et exclus des structures de pouvoir centrales, développèrent une tradition militaire parallèle basée sur le camouflage, le sabotage, la reconnaissance et la guerre psychologique. Leurs agents n'étaient ni des samouraïs, ni des mercenaires. C'étaient des spécialistes formés, nés dans le secret et élevés dans une culture de survie clandestine. Des textes historiques, comme le Bansen Shukai, compilé au XVIIe siècle, offrent des détails stupéfiants sur leur formation. Les agents apprenaient le crochetage de serrures, les poisons, les explosifs, le déguisement, l'infiltration et le meurtre silencieux. Ils mémorisaient les dialectes régionaux, les techniques d'escalade, les modèles météorologiques et même la projection d'ombre. Comment utiliser la lumière de la Lune pour égarer les poursuivants. Certains manuels contiennent des plans pour des échelles pliables, des chaussures de flottaison sur l'eau et des bombes fumigènes composées de coquillages broyés et de composés soufrés. Pourtant, leur caractéristique la plus avancée était peut-être leur structure. Les ninjas étaient organisés en unités aux rôles distincts, collecteurs de renseignements, spécialistes du sabotage, courriers et leurres. Ils opéraient en cellules, communiquaient par des écrits codés et utilisaient souvent de fausses identités changeant selon la mission. En temps de guerre, ils infiltraient les châteaux ennemis, mettaient le feu de l'intérieur ou se faisaient passer pour des déserteurs afin de diffuser de la désinformation. En temps de paix, ils agissaient comme des agents infiltrés intégrés dans des territoires rivaux. Ce qui rend si difficile le classement de ces unités dans l'histoire militaire est leur sophistication stratégique. Leur utilisation de la peur, de l'imprévisibilité et de la précision chirurgicale ressemble bien plus aux forces spéciales modernes qu'à n'importe quelle armée féodale. Ils opéraient selon des règles d'engagement qui brouillaient délibérément la ligne entre combat et espionnage, des siècles avant que de telles distinctions ne soient codifiées dans le droit militaire.
Lorsque Oda Nobunaga finit par envahir Iga lors de sa campagne brutale de 1581, une grande partie de l'infrastructure ninja fut détruite. Les agents survivants s'enfuirent ou furent absorbés par des clans rivaux, notamment celui du shogunat Tokugawa, qui allait plus tard utiliser leurs compétences pour la surveillance interne. Mais même lorsque leur influence se propagea, la documentation disparut. Les Tokugawa contrôlaient strictement toute référence aux opérations ninja, et les époques ultérieures les mythifièrent jusqu'à les rendre méconnaissables. Aujourd'hui, l'essentiel des connaissances sur leurs tactiques réelles provient de rouleaux d'entraînement fragmentés et de mentions éparses dans les comptes rendus de bataille. Aucune autre puissance militaire du monde prémoderne n'a institutionnalisé à ce point le camouflage, la ruse et la perturbation psychologique. Le fait qu'ils aient existé à une époque où la guerre basée sur l'honneur dominait le champ de bataille japonais ne fait qu'approfondir le paradoxe. Leurs tactiques n'étaient pas seulement déshonorantes selon les standards des samouraïs, elles étaient révolutionnaires. Si les ninjas d'Iga et Koga avaient été autorisés à évoluer sans répression, à quoi ressembleraient les opérations clandestines modernes aujourd'hui? Les services de renseignement ne feraient-ils pas remonter leur doctrine non pas aux innovations du XXe siècle, mais à des villages de montagne dans le Japon du XVIe siècle? Ou, plus inquiétant encore, l'avaient-ils déjà fait? Top 8. Les janissaires de l'Empire ottoman. En 1453, alors que les murs de Constantinople tremblaient sous le feu des canons osmanis, les défenseurs rapportèrent un rythme étrange s'élevant au milieu du chaos. Ce n'était pas le battement des tambours de siège, ni les chants de soldats ordinaires. C'était les pas synchronisés d'une troupe disciplinée, se déplaçant en totale unité, vêtue d'uniformes distinctifs, son statut d'élite étant indéniable. C'étaient les janissaires, des soldats sans famille, formés dès l'enfance, liés par serment à un sultan et opérant sous un système si radical que les historiens débattent encore de la manière dont une telle troupe a pu voir le jour. Le corps des janissaires fut fondé à la fin du XIVe siècle par le sultan Mourad Ier. Sa structure défiait les normes des armées médiévales. Ce n'étaient ni des chevaliers de noble naissance, ni des bataillons de mercenaires. C'étaient des garçons chrétiens prélevés dans les territoires de conquis des Balkans via le système du devshirme, un prélèvement forcé où les enfants étaient convertis à l'islam et formés sous le contrôle le plus strict de l'Empire. Pourtant, au lieu d'être brisés, ces garçons étaient transformés en les soldats les plus loyaux et les plus meurtriers de l'Empire ottoman. Dès l'âge de 7 ans, les recrues janissaires étaient séparées de leur communauté, soumises à un conditionnement physique et psychique et instruites dans l'art de la guerre avancé, la discipline, la musique et les langues. Ils vivaient en communauté, renonçaient au mariage et ne répondaient qu'au sultan. Leur entraînement mettait l'accent sur l'obéissance absolue, mais aussi sur l'indépendance tactique. Les janissaires apprenaient à combattre en formation dense, à mener des opérations nocturnes, à prendre d'assaut des forteresses et, ce qui est le plus remarquable, à utiliser des armes à feu, des siècles avant que de nombreuses armées européennes ne les adoptent. En fait, les janissaires utilisaient déjà des mousquets à mèche primitifs au combat dès le XVe siècle. Leur utilisation d'armes à poudre, couplée à une discipline de formation rigoureuse, en faisait sans doute le premier corps d'infanterie permanente en Europe, maîtrisant le combat coordonné par armes à feu. Ils entretenaient également leur propre hiérarchie interne, leur caserne et leur ordre social, fonctionnant efficacement comme un État dans l'État, militarisé, autonome et se renouvelant de lui-même. Pourtant, c'est ici que l'anomalie s'approfondit. Malgré leur pouvoir, les janissaires n'étaient pas autorisés à se marier, à posséder des terres ou à transmettre leurs titres. Ils étaient théoriquement liés à l'État pour toujours. Leur identité n'était ni ethnique ni tribale,
ni familiale. Elle était institutionnelle. Ce modèle de soldat ne ressemblait à rien de ce qui existait dans le monde médiéval. Il ressemblait bien plus aux armées professionnelles des États-nations modernes qu'aux levées féodales ou aux troupes de mercenaires de leur époque. Pendant des siècles, les janissaires furent le fer de lance de la conquête ottomane, de l'Europe de l'Est au Proche-Orient et à l'Afrique du Nord. Leurs victoires inclurent la chute de Constantinople, la bataille de Mohács et la défense de Vienne. Et pourtant, ils ne laissèrent aucun manuel militaire, aucun traité stratégique. Le peu que nous savons provient de décrets impériaux, de récits de voyages et d'observateurs européens qui étaient souvent impressionnés par leur coordination et leur discipline de feu. Au XVIIe siècle, le système commença à péricliter. La corruption s'installa. Les janissaires exigèrent une influence politique, et beaucoup défièrent les anciennes règles. Ils se marièrent, possédèrent des biens et vendirent même leurs postes. Lorsque le sultan Mahmoud II finit par abolir le corps en 1826, il le fit lors de ce qui devint connu sous le nom de Incident heureux, une purge sanglante visant à effacer leur héritage. Aucun militaire avant ou après les janissaires n'a institutionnalisé à un tel extrême la loyauté totale, la reprogrammation idéologique et l'entraînement centralisé aux armes à feu. Leur existence était à la fois un miracle de discipline et un avertissement sur ce qui arrive lorsqu'une autonomie militaire devient trop puissante. Si les janissaires représentaient une ébauche précoce des forces spéciales modernes, pourquoi leur modèle n'a-t-il plus jamais été adopté? Ou cela s'est-il produit silencieusement lors de la formation d'armées de l'ombre ultérieure, basée sur le contrôle, l'endoctrinement et l'effacement? Top 9. Les housecarls anglo-saxons. Dans la brume matinale du 14 octobre 1066, sur une colline près de Hastings, en Angleterre, la garde d'élite du roi Harold Godwinson se tenait immobile. Alors que la cavalerie normande chargeait en vagues successives vers le sommet, ces hommes, vêtus de cottes de mailles et armés de haches massives à deux mains, tinrent leur position. Leur discipline était troublante, leur formation presque impénétrable. Les chroniqueurs écrivirent plus tard que ce n'était pas l'ordre du roi qui avait cédé, mais la colline elle-même. Ces hommes n'étaient ni des chevaliers féodaux, ni des paysans réquisitionnés de force. C'étaient des housecarls, les troupes de choc royales de l'Angleterre, anglo-saxonne, formées non seulement pour combattre, mais pour résister. Les housecarls étaient une caste de guerriers professionnels formés pendant le règne du roi Knut, au début du XIe siècle, à une époque où la plupart des armées étaient composées de levées saisonnières. Les housecarls étaient des soldats à plein temps. Ils étaient payés directement par le trésor royal, vivaient dans des foyers royaux et accompagnaient le roi à travers tout le royaume. Leur présence assurait à la fois stabilité et loyauté, mais c'était leur comportement sur le champ de bataille qui défiait les attentes de leur époque. Leur arme principale était la hache danoise, une arme massive à deux mains capable de fendre boucliers, armures et os. Mesurant plus de 1,50 mètres et pesant plus de 3 kg, elle exigeait une force et une précision exceptionnelles. Pourtant, les études archéologiques montrent que les housecarls n'utilisaient pas ces haches sauvagement, mais avec une force dosée, ils contrôlaient les trajectoires de balancement et ajustaient le timing de leurs coups pour briser les charges de cavalerie ou écraser les murs de boucliers. La tapisserie de Bayeux représente d'ailleurs un housecarl, frappant de sa hache le cheval d'un chevalier normand en plein galop. Une tactique calculée pour éliminer l'adversaire. Pas une force brute. Fait remarquable. Les housecarls étaient entraînés à combattre en formation de murs de boucliers et à maintenir des lignes serrées de type phalange, tout en maniant des armes à long manche. Une contradiction ergonomique, exigeant un entraînement constant et une confiance mutuelle. Leur discipline dans ces formations conférait aux armées anglo-saxonnes
une stabilité rarement vue en Europe occidentale au début du Moyen Âge. Mais leur organisation était également stupéfiante. Les housecarls dépendaient directement du roi ou de thegns de haut rang et non de seigneurs locaux. Leur loyauté était centralisée, leur structure de commandement simplifiée. Ils effectuaient des rotations de service, permettant des phases de repos tout en maintenant une présence constante auprès des cours royales, agissant ainsi efficacement à la fois comme garde du palais et comme élite sur le champ de bataille. Certains récits les qualifient de gardes du foyer, terme impliquant leur proximité avec le sanctuaire intérieur du souverain. Malgré leur statut d'élite, les housecarls n'ont laissé aucun traité, manuel ou écrit stratégique. L'essentiel de ce que l'on sait provient de chroniques, de poèmes et de récits de bataille. Pourtant, ce en quoi ces sources s'accordent est frappant. Ils ne rompaient pas. Même à Hastings, lorsqu'ils furent flanqués et en infériorité numérique, ils continuèrent de combattre, alors que leur roi tombait à leur côté. La dernière ligne à céder ne fut pas la levée générale. Ce furent les housecarls. Leur existence pose une énigme. Comment une société dépourvue d'académie militaire centrale a-t-elle pu produire une troupe aussi professionnalisée et disciplinée? Et pourquoi, après leur chute, aucune autre monarchie d'Europe occidentale n'a-t-elle adopté ce modèle? Certains théoriciens suggèrent que les housecarls furent une brève anomalie, née d'une rare rencontre entre la culture guerrière scandinave et l'organisation royale anglaise. D'autres pensent que leur dissolution après la conquête normande fut intentionnelle. Guillaume le Conquérant n'avait aucun intérêt à faire renaître une troupe aussi loyale envers une couronne rivale. À la place, il imposa le système féodal, distribua le pouvoir militaire entre les mains de vassaux et supprima les unités d'élite centralisées. Le silence entourant les housecarls est révélateur. Leur discipline, leur structure et leur tactique auraient dû influencer des générations. Mais ce ne fut pas le cas. Ils furent enterrés avec la chute de l'Angleterre anglo-saxonne, au sens figuré comme au sens propre. Si leur modèle avait été poursuivi, les armées professionnelles, centralisées d'Europe, auraient peut-être vu le jour des siècles plus tôt. Mais cela ne s'est pas produit. Et dans cette opportunité perdue réside une question plus profonde. Les housecarls furent-ils effacés parce qu'ils avaient échoué, ou parce qu'ils étaient trop couronnés de succès? Top 10. La cavalerie lourde d'archers montée des Mongols. En 1241, alors que les chevaliers européens s'assemblaient près de la rivière Sajo en Hongrie pour affronter ce qu'ils croyaient être une horde désorganisée, le sol commença à trembler. Non pas sous les pas d'une infanterie en marche, mais sous quelque chose de bien plus précis. Des vagues de cavalerie se déplaçaient selon des schémas concentriques, ne s'arrêtant jamais et ne rompant jamais la formation. À des centaines de mètres de distance, des flèches tombaient en salves implacables, chacune dotée d'une précision mortelle. Avant même que la moindre épée ne s'entrechoque, le front européen avait déjà cédé. Ce n'étaient pas des guerriers tribaux chaotiques. C'étaient les archers montés lourds de l'Empire mongol, sans doute la force d'intervention la plus disciplinée et la plus technologiquement évoluée que le monde médiéval ait jamais vue. Au cœur de la machine militaire mongole se trouvait une structure qui continue de stupéfier les analystes modernes. Leur cavalerie lourde n'était pas simplement une question de force brute. C'était un système synchronisé de communication rapide, de tromperie stratégique et de précision logistique. Chaque unité était organisée selon une hiérarchie décimale. 10 hommes par peloton, 10 pelotons par compagnie, et ainsi de suite, jusqu'à des dizaines de milliers. Les ordres étaient transmis instantanément par des signaux de drapeau, de fumée et un réseau de messagers à cheval, permettant des réactions sur le champ de bataille comparables au système moderne de commandement et de contrôle. Ce qui rendait les archers montés lourds des Mongols si meurtriers était leur capacité hybride. Ce n'étaient pas de légers voltigeurs. Ils portaient du cuir durci et une armure lamellaire, souvent renforcée par des plaques de fer ou de laque. Néanmoins,
Malgré leur protection, ils conservaient une mobilité n'ayant rien à envier à celle des troupes sans armure. Leurs arcs, fabriqués à partir de couches de cornes, de tendons et de bois, avaient une puissance de traction de plus de 100 livres et pouvaient tirer avec précision à plus de 270 mètres. Ils tiraient depuis le dos de leurs chevaux au plein galop avec une constance remarquable. Les récits historiques issus de sources chinoises, perses et européennes décrivaient tous le même cauchemar. La mort arrivait avant même que l'ennemi n'apparaisse à l'horizon. Mais au-delà de leurs armes, c'était la cohésion qui dépassait tout entendement. Des unités pouvaient feindre une retraite sur des kilomètres, attirant ainsi les ennemis dans des embuscades. Des colonnes de cavalerie pouvaient se diviser et se réunir en pleine bataille, et encercler des fortifications avec une coordination mystérieuse. Lors des sièges, les Mongols utilisaient des formes précoces de poudre à canon, des tours de siège et la guerre psychologique, incluant des cadavres enflammés catapultés par-dessus les murs pour semer la panique. Ils ne faisaient pas cela de manière sporadique, mais systématiquement à travers les continents. Plus inquiétant encore est le peu d'archives subsistant sur leur doctrine interne. Gengis Khan et ses successeurs édictèrent des codes militaires comme la Yassa, mais ceux-ci furent gardés secrets. Les tactiques de l'Empire se transmettaient oralement par un entraînement multigénérationnel et l'apprentissage sur le champ de bataille. Les chevaliers européens, liés à des codes chevaleresques et des formations rigides, n'étaient pas préparés à un ennemi combattant comme une troupe moderne, avec célérité, intelligence et profondeur opérationnelle. Il est difficile d'expliquer comment une culture nomade, dépourvue de cités fixes ou d'institutions académiques, a réussi à produire une telle machine de guerre. Les Mongols n'avaient pas d'académie militaire, pas de forteresse permanente, pas de manuel de stratégie écrit. Pourtant, leurs forces coordonnaient des invasions sur plusieurs fronts s'étendant de la Corée à la Hongrie, souvent à travers des terrains hostiles et inconnus. Certains historiens suggèrent que leur succès résidait dans leur adaptabilité. Les généraux mongols intégraient des technologies étrangères, des ingénieurs et des cartes dans leurs campagnes. D'autres soutiennent que leur brio était né de la nécessité, celle de gagner ou de périr dans les rudes steppes d'Asie centrale. Pourtant, aucune de ces explications ne justifie pleinement l'ampleur et la constance de leur victoire. Lorsque l'Empire mongol se désintégra au XIVe siècle, aucun État successeur ne fut capable de reproduire sa cohésion militaire. Les Sipahis ottomans, les Mamelouks, les Cosaques russes, tous adoptèrent des fragments des tactiques mongoles. Mais aucun ne put rétablir l'attention et le contrôle totaux sur le champ de bataille qui définissait la cavalerie lourde des Mongols. Si la cavalerie mongole avait laissé des archives détaillées, les doctrines militaires d'aujourd'hui seraient peut-être très différentes. Mais elles ne l'ont pas fait. Et peut-être que ce silence était intentionnel, car ce qu'ils savaient n'était jamais destiné à être écrit, mais seulement exécuté. Tout au long de l'histoire, certaines forces militaires se sont apparues non pas comme des étapes évolutives, mais comme des anomalies complètes, des unités d'élite qui, en raison des systèmes politiques, des technologies ou des mentalités culturelles de leur époque, n'auraient pas dû exister. Les 10 unités que nous venons d'examiner n'étaient pas seulement efficaces, elles étaient précises, organisées et, dans certains cas, effrayamment modernes. Leur existence remet en question la vision linéaire du développement militaire et nous oblige à repenser ce dont l'humanité était capable des siècles ou même des millénaires avant ce que nous acceptons comme la chronologie standard. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Le bataillon sacré, les immortels, les janissaires, les ninjas et d'autres révèlent tous un schéma profondément troublant. Des sociétés qui ont brièvement déchiffré la formule de la précision militaire d'élite pour la perdre ou l'enterrer peu après. Dans la plupart des cas, les unités n'ont pas disparu par la défaite, mais par un effacement silencieux. Pas d'archives publiques, pas de manuels,
Pas de successeurs, seulement des fragments dispersés sur des cités ruinées, des manuscrits perdus ou des témoignages oculaires contradictoires. Il semble y avoir une résistance systématique à la préservation de ces modèles. Étaient-ils trop puissants, trop difficiles à contrôler, trop basés sur une idéologie non conventionnelle ou des lignées étrangères? Ça oui, à travers les empires et les époques, les autorités centrales ont souvent choisi de supprimer, de dissoudre ou d'oublier ces unités dès que leur but était atteint ou dès qu'elles commençaient à remettre en question ce but. Lorsque la loyauté devient absolue, elle devient aussi dangereuse pour ceux qui détiennent le pouvoir. Les conséquences de cette disparition sont incommensurables. Si ces systèmes avaient été autorisés à persister, l'humanité aurait peut-être développé des structures de commandement complexes, des tactiques d'armes combinées ou la guerre psychologique des siècles plus tôt. Peut-être que la technologie civile se serait accélérée en parallèle. Au lieu de cela, chaque effacement a laissé un vide, forçant les civilisations futures à redécouvrir des concepts qui avaient déjà été maîtrisés, puis oubliés. De manière plus inquiétante, nous devons nous demander pourquoi cette suppression se répète. Était-ce une coïncidence? Ou quelque chose était-il inhérent à ces forces elles-mêmes, quelque chose qui déstabilisait l'équilibre des pouvoirs, le contrôle de l'histoire ou le récit de qui a le droit d'exercer une force mortelle? Même aujourd'hui, des échos de ces doctrines perdues réapparaissent dans des endroits inattendus, des manuels cryptiques, dans des archives militaires, des anomalies architecturales dans d'anciennes casernes, un folklore qui ne correspond pas au rapport officiel. Quelqu'un se souvient et quelqu'un veille à ce que le souvenir ne se répande pas trop loin. Car à la fin, la question n'est pas de savoir si ces unités d'élite ont réellement existé. Les preuves disent qu'elles ont existé. La vraie question est de savoir pourquoi, malgré leur efficacité, leur précision et leurs preuves historiques, on leur a permis de disparaître si complètement, et s'ils ont été effacés, qui en a décidé? Si ces récits de guerriers oubliés ont changé votre vision de l'histoire de la guerre, abonnez-vous à notre chaîne et donnez-nous un j'aime. Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines du futur. Le prochain coffre au secret s'ouvrira bientôt.